Bonsoir, nous allons vous présenter le chapitre donc sur l'inversion des ondes de surface. Les ondes de surface sont particulièrement importantes donc du fait de leur prédominance énergétique en surface, d'où leur nom donc ondes de surface. Parce que vous savez, quand une source sismique est émise, cette source donc va générer deux types d'ondes, ce qu'on appelle les ondes de volume et les ondes de surface. Les ondes de volume sont appelées ainsi parce qu'elles se propagent dans tout le volume du sol. Ce sont notamment donc les ondes de P et les ondes S. Donc, quant aux ondes de surface, elles se propagent essentiellement donc en surface. Donc, elles sont constituées de deux types, les ondes de Rayleigh et les ondes de Love, qu'on appelle ondes L. Vous savez, les ondes de surface au début étaient considérées comme du bruit, c'est-à-dire on les considérait comme des ondes qui masquaient les ondes de volume, et on considérait que les ondes de volume sont les ondes qui portaient véritablement l'information. Mais au fil du temps, les experts ont fini par découvrir que les ondes de surface, en réalité, sont porteuses d'informations. N'est-ce pas? C'était l'avait un peu des sismologues, quoi, mais après, ils ont fini par découvrir. Mais les ondes de surface, effectivement, quand vous faites des explorations profondes, comme les pétroliers qui cherchent peut-être jusqu'à 40 mètres, disons, j'ai dit 40 mètres, jusqu'à 400 mètres ou plus, jusqu'à même voir 1 km, 3 km en profondeur, eux, les ondes de surface masquent leurs informations. Mais nous, on est en ce qu'on appelle la géotechnique de subsurface. Donc en géotechnique de subsurface, où on s'intéresse pratiquement aux profondeurs, donc allant au maximum jusqu'à peut-être 30 mètres, là, il serait pertinent donc d'explorer un peu les zones de surface. Donc c'est ça qui a fait que les gens se sont intéressés aux zones de surface. Maintenant, le principe est simple. Comme tous les méthodes sismiques, donc les zones de surface, leur étude se base généralement sur trois procédés. Donc à savoir l'acquisition des données, qui est semblable à la sismique classique. Également la création des courbes de dispersion, qui va représenter avec l'étape de l'inversion des zones de surface, ce qu'on appelle la méthode de traitement. Parce que comme on l'avait énoncé, on avait dit que en géophysique, on a trois étapes: l'acquisition des données, le traitement des données et l'interprétation des données. Donc l'acquisition, on l'a dit, ça coïncide, ou bien c'est les mesures de terrain. Maintenant, le traitement, c'est une fois vous obtenez les informations, ces informations donc sont porteuses de bruit, parasites, il faut les enlever, il faut les filtrer, n'est-ce pas, afin de tirer profit de la vraie information qui vient de la source que nous-mêmes nous avons émise. Donc c'est ça la vraie information. Donc le fait de séparer l'information parasite à la vraie information, c'est ça qu'on appelle le traitement. Donc en sismique des zones de surface, ce traitement-là est constitué de la création donc des courbes de dispersion, qu'on verra après, et de l'inversion donc de ces courbes de dispersion-là, afin d'extraire ce qu'on appelle les propriétés mécaniques de milieu traversé. D'accord. Maintenant, les zones de surface furent longtemps utilisées donc en géotechnique, parce que ils ont fait leur preuve donc sur la prospection donc des chaussées, notamment parce que les chaussées quand même c'est des structures donc haute résolution en surface, car les épaisseurs ne dépassent pas pratiquement quelques centimètres, n'est-ce pas? Quand vous voulez prospecter une chaussée, sur 1 mètre, vous avez toute l'information nécessaire. Donc ça, c'est vraiment le domaine donc des zones de surface. Voilà, maintenant, c'était difficile au début parce que l'exploration des zones de surface nécessite quand même la maîtrise des unités de traitement et d'analyse donc de spectre de fréquence. Mais bon, avec le développement maintenant de l'électronique, n'est-ce pas, qui permet donc de générer des sources impulsionnelles, n'est-ce pas,
et l'utilisateur donc de ce qu'on appelle l'analyseur de spectre. Tout ceci donc ont facilité l'obtention des courbes de dispersion. Voilà. Donc en guise d'introduction, c'était un peu ça. Donc nous allons voir un peu les aspects théoriques, n'est-ce pas, qui englobent les zones de surface, n'est-ce pas. Donc, comme on l'avait dit au départ, les zones de surface sont particulièrement importantes donc, du fait de leur prédominance énergétique. Pourquoi? Parce que les zones de surface se propagent essentiellement à l'interface air-sol, n'est-ce pas? Mais la limitation, c'est qu'elles présentent une très forte atténuation avec la profondeur. C'est-à-dire en profondeur, les amplitudes, l'énergie ou l'information diminuent rapidement. Mais quand vous êtes en surface, vous êtes en haute résolution. Donc vous pouvez regarder à travers ce tableau, vous regardez que, n'est-ce pas, quand une source sismique est générée, 7% est représenté par les zones de P, 26% par les zones de S, et regardez les zones de surface, c'est 67%. Voilà, donc je répète, quand on génère une source sismique, 67% de l'énergie est représentée donc par les zones de surface, 26% par les zones de S et 7% seulement par les zones P. Donc ça c'est la prédominance énergétique dont on parlait. Maintenant, l'atténuation, effectivement l'atténuation est forte quand R augmente, R on peut dire c'est le rayon d'influence qui prend en compte également la profondeur. Donc ça veut dire que si la profondeur augmente, si la profondeur est importante, ce facteur là est faible. Ce facteur est faible. Ça veut dire que si la profondeur augmente, les zones de volume s'atténuent peu, s'atténuent faiblement. Mais par contre, quand passer donc au facteur des zones de surface avec la racine de R, le rayon est en racine, ça veut dire que quand la valeur de R est faible, donc ce rapport est important. Mais quand la valeur de R est importante, ce rapport est faible. Ça veut dire que l'atténuation est faible en surface, mais très importante en profondeur. Donc c'est ce qu'on peut résumer ici, quoi. Voilà. Maintenant, on avait dit qu'il y en a deux, il y a deux types, les zones R et les zones L. Donc les zones R résultent de l'interaction donc des zones de P avec les zones S. Donc les zones de P, donc quand on émet une source sismique, il y a des zones de P et des zones de S. Maintenant là où les deux se rencontrent, il y aura l'interférence. Donc c'est cette interférence là qui va donner naissance donc aux zones R. Donc qui ont donc un mouvement ou bien une direction donc, n'est-ce pas, au mouvement parallèle à la direction donc, de propagation. De ce fait, les particules, n'est-ce pas, ont un mouvement elliptique, mais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Contrairement donc aux zones de L, n'est-ce pas, qui se propagent donc de façon transversale. Là, le mouvement est perpendiculaire donc à la direction de propagation. Mais d'accord, donc l'amplitude décolle de façon exponentielle. Tout ceci donc on peut les remarquer donc à travers cette image. Donc les zones réelles donc se propagent comme ça. Donc elles ont une propagation elliptique, donc dans le sens, voyez, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voyez. Et que, regardez, l'amplitude, quand par exemple vous avez trois couches, donc 1, 2, 3, donc pour les longueurs d'onde faibles, vous voyez que, n'est-ce pas, donc on ne mesure qu'en surface. Maintenant, pour les longueurs d'onde importantes, on peut mesurer donc jusqu'à profondeur. Ouais. Donc, c'est pour dire que la profondeur d'investigation donc peut dépendre de la longueur d'onde utilisée. Donc, la longueur d'onde étant liée directement à la fréquence. Donc, ça veut dire que si vous êtes à haute fréquence, vous explorez les longueurs d'onde faibles. Donc, vous êtes là, n'est-ce pas, haute fréquence, maximum d'informations, longueur d'onde faible, donc avec les couches externes, c'est-à-dire superficielles. Maintenant, faible fréquence, longueur d'onde importante, c'est-à-dire couche profonde. Donc, les zones de surface donc, sont avec des longueurs d'onde faibles, c'est-à-dire haute fréquence. Voilà. Maintenant, on parle maintenant des courbes de dispersion. Mais avant ceci, maintenant, c'est quoi la dispersion? Donc, on dit que la dispersion
c'est le phénomène qui se produit lorsque des ondes de surface se propagent dans des couches superficielles ayant des vitesses différentes. C'est-à-dire dès que on a un ensemble de couches, n'est-ce pas, avec des vitesses différentes, le phénomène de dispersion se produit. Donc par conséquent, il n'y a pas de dispersion lorsque les ondes de surface se propagent dans un milieu avec la même vitesse. Donc si la vitesse est uniforme, il n'y a pas de dispersion. Donc il y a une dispersion dans un milieu avec des vitesses variables avec la profondeur. Donc pourquoi tout ceci? Parce que quand vous avez des longueurs d'onde différentes, qui ont des profondeurs de pénétration différentes, comme on l'a montré donc, sur la figure précédente, donc cela s'explique par le fait que les petites longueurs d'onde ont une pénétration très superficielle, tandis que les grandes longueurs d'onde ont une pénétration donc très profonde. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand vous avez un paquet d'ondes, donc ce paquet d'ondes là est constitué en même temps donc de petites longueurs d'onde et de grandes longueurs d'onde. Donc les petites longueurs d'onde vont se propager juste en surface et les autres vont aller en profondeur. D'où ce qu'on appelle la dispersion. Donc on a l'habitude d'imager cela à travers cet exemple. Par exemple, si par exemple vous avez une foule qui est constituée donc que d'éléments formés, par exemple que de gendarmes, donc des gendarmes qui ont été formés à bonne école. Donc quand on met un tir de grenade lacrymogène, eux ils vont pas se disperser. Même si ça leur suffoque, ça leur pose problème, ils ont un déplacement donc d'ensemble, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont été formés pour ça. Donc ils ont un déplacement donc rectiligne. Par contre, si ces lacrymogènes ont été lancés donc, dans votre salle de classe là avec où les étudiants sont dedans, vous voyez que chacun va prendre son chemin avec une vitesse différente. Chacun cherche à aller plus vite. Donc c'est ça qu'on appelle donc la dispersion. Donc, ça veut dire que les longueurs d'onde là, chacun va chercher à aller plus vite en profondeur. Certains ont des jambes très longues, donc avec des grands pas, d'autres ont des pas très petits. De ce fait, quand vous survolez le mouvement d'ensemble, vous allez voir que voilà, ce mouvement d'ensemble là ne se fait pas avec ordre, c'est avec désordre. Donc c'est ça qu'on appelle un peu la dispersion. Donc dès que les profondeurs de pénétration changent, varient, ce qui s'explique par la taille de la longueur d'onde, donc là on a le phénomène de dispersion. Maintenant, dans un paquet, il y a deux types de vitesses. Il y a ce qu'on appelle la vitesse du paquet. Donc cette vitesse du paquet là, on l'appelle la vitesse de groupe. C'est la vitesse de tout le groupe. C'est comme quand vous êtes tous dans un même véhicule, le véhicule se déplace. Donc dans ce cas là, effectivement, vous avez en commun la vitesse du véhicule. Mais dans le véhicule, s'il y a des gens qui marchent, chacun marche dans le véhicule, dans le groupe, donc avec une vitesse différente. C'est ce qu'on appelle donc la vitesse de phase. Donc la vitesse de propagation donc, du paquet d'onde, on l'appelle la vitesse de groupe. Mais la vitesse de propagation de chaque longueur d'onde est appelée vitesse de phase. On est d'accord? Donc on regarde donc l'image pour mieux comprendre donc, tout ceci. Donc sur l'image, on vous montre un profil de distance-temps. Donc à travers cette image, on peut apercevoir que, par exemple, quand vous regardez le premier profil, le deuxième, le troisième, le quatrième profil, donc sur le premier profil, qu'est-ce qu'on note? Donc on note que A, B, C, D, n'est-ce pas? Donc se dispersent avec des écartements différents, n'est-ce pas? Maintenant regardez B, C, D. Donc B, C et D, les écartements sont petits. Donc sur le premier profil. Donc sur le deuxième profil, B, C et D s'écartent un peu par rapport au premier profil. Davantage, voilà, donc davantage sur le troisième, ça s'écarte, donc jusqu'à la fin. Ça veut dire que plus on va en profondeur, plus, n'est-ce pas, les pics s'écartent. Donc, ça veut dire que, regardez, les petits pics, c'est ce qu'on appelle les grandes fréquences. On est d'accord? Mais les grands pics, c'est ce qu'on appelle les petites fréquences. Ça veut dire plus on va en profondeur, plus la fréquence
diminue. Vous avez remarqué cela? Maintenant, donc, ça c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase, parce que les fréquences donc diffèrent. Donc chaque fréquence avec sa vitesse. Maintenant, regardez, donc A suivez A seulement. Quand vous suivez A, vous avez une même vitesse parce que vous avez un profil distance-temps. Donc un profil distance-temps vous donne donc comme courbe la vitesse. Donc ça c'est la vitesse de A, ça c'est la vitesse de B, c'est la vitesse de C, ça c'est la vitesse de D. Donc regardez l'image et vous verrez que les vitesses donc diffèrent. Donc quelle est la vitesse la plus importante? Est-ce que c'est la vitesse donc de l'onde A, B, C ou D? Donc regardez, n'est-ce pas? Donc pour comprendre ça, vous allez regarder combien de temps est nécessaire donc pour arriver à ce niveau. Donc on remarque que A met moins de temps pour arriver, n'est-ce pas, donc à la profondeur souhaitée. C'est-à-dire que donc il a la vitesse la plus importante, n'est-ce pas? Si tu mets moins de temps pour aller à destination, ça veut dire que tu as la vitesse la plus importante. Donc vous voyez donc les vitesses diffèrent. Hein? Donc A a une vitesse la plus grande, suivi de B, suivi de C, suivi de D. Donc ça veut dire qu'ici, l'onde se propage donc à des fréquences différentes avec des vitesses différentes. Donc c'est ça qu'on appelle en résumé donc, le phénomène de dispersion, n'est-ce pas? Donc les deux types d'ondes là qu'on énonçait, donc la vitesse de groupe et la vitesse de phase sont liés à travers donc cette formule. La vitesse de groupe c'est U et la vitesse de phase donc c'est C. Et lambda représente donc la longueur d'onde. Donc à travers la dispersion, donc on peut tracer ce qu'on appelle la courbe de dispersion. C'est une courbe, n'est-ce pas, qui représente la variation de vitesse de phase en fonction donc, de la fréquence. Donc on peut le noter ici. Donc vous avez en abscisse la fréquence et en ordonnée donc la vitesse de phase. Et il a carrément donc cette allure là, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire comment on varie la vitesse de phase en fonction donc, de la fréquence, n'est-ce pas? Donc ça c'était une étude, n'est-ce pas, une simulation donc qui vous montre, qui permet de vous montrer donc quel est le meilleur paramètre qui influence le plus, n'est-ce pas, la vitesse de phase, donc la courbe de dispersion, donc disons. Et pour le savoir, donc au départ, donc on avait ces données là, c'est-à-dire pour chaque couche, donc on a 6 couches. Pour chaque couche, on donne la valeur de Vs, de Vp, de ρ et de H, donc l'épaisseur. Donc avec ça, donc on fait l'étude pour tracer donc la courbe de niveau, donc qui est, j'ai dit la courbe de niveau, donc la courbe de dispersion, je voulais dire, donc qui est la courbe continue comme ça. Maintenant après, qu'est-ce qui se passe? On varie chaque paramètre de 25%. Donc c'est-à-dire Vs on le varie de 25%, Vp, ρ et H. Et on regarde que devient donc la courbe de dispersion. Et on obtient donc ces cartes là. À travers donc la légende, vous pouvez savoir les différentes correspondances donc de densité, de PS et de thickness, donc l'épaisseur. Donc quand vous regardez la courbe, vous regardez bien la courbe et vous me dites, n'est-ce pas? Après vous essayez de savoir, donc à la fin donc de l'observation de la vidéo, n'est-ce pas? À la fin, après vous allez me dire en commentaire donc quel est le paramètre qui influence le plus quand même donc la courbe de dispersion. Donc c'est une question que je vous pose, hein? Donc quel paramètre, on va discuter, quel est le paramètre qui influence le plus la courbe de dispersion donc d'après ces changements là. Donc ça c'est la courbe de densité, donc ça c'est la courbe donc ça c'est la courbe de densité, ça c'est la courbe des ondes P. Cette courbe là c'est la courbe des ondes S, le petit point là, et le point triangle, donc c'est la courbe donc des épaisseurs, donc thickness. Donc maintenant comment se fait l'acquisition? Donc l'acquisition se fait à travers donc différentes méthodes. Donc la première méthode on l'appelle SAW, donc c'est une méthode qui est un peu abandonnée. La méthode maintenant la plus utilisée, donc c'est la méthode, n'est-ce pas, donc MASW. Nous c'est ce qu'on utilise, ce qu'on va utiliser, hein, dans le cadre des mesures. Maintenant la méthode MASW, les paramètres sont décrits à travers ce tableau. Donc à travers ce tableau vous allez comprendre quels sont les paramètres de la méthode MASW. Par exemple, on vous dit, par exemple, si vous voulez avoir donc une profondeur d'investigation allant de 5 à 10 mètres, donc suivez cette ligne là.
Donc je suis à 5 à 10 mètres. Si vous voulez aller donc entre 5 et 10 mètres, donc vous êtes là. Donc on vous dit utilisez donc une source sismique, c'est-à-dire un marteau sismique par exemple, ayant comme énergie 5 à 10 libres. Hein. Après, vous pouvez chercher c'est quoi. N'est-ce pas? Il faut utiliser une fréquence inférieure donc à 10 Hz. Et la valeur recommande. Donc à chaque fois, quand on vous donne cet intervalle-là, on vous recommande une valeur. Par exemple, ici on vous dit par exemple prenez 10, c'est mieux. N'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on a mis en gras foncé et souligné. Donc ici on vous dit inférieur à 10, donc prenez 4,5. Donc la longueur totale du profil. La longueur totale du profil, on vous dit que ça doit être égal à entre 5 et 30 et on vous recommande 20. N'est-ce pas? La distance offset, c'est-à-dire entre la source et le premier géophone, donc on vous dit prenez de 1 à 30, on vous recommande 4. On est d'accord? Le nombre, donc l'espacement entre les géophones, on vous dit c'est 24 géophones que vous utilisez, donc prenez un espacement entre 0,2 et 1,2 et on vous recommande 10. Si c'est 48, donc prenez un espacement entre 0,1 et 0,6 et prenez 0,5. On est d'accord? Voilà. Maintenant la résolution est là, etc. Résolution donc, c'est high. Si vous voulez une haute résolution, prenez 1. Si vous voulez moins 2. Si vous voulez low, donc prenez 4. Donc le temps d'échantillonnage, c'est-à-dire par exemple, vous voulez dire sur chaque milliseconde, donc prenez une donnée. Chaque temps, chaque période, prenez une donnée. Là, on vous dit, par exemple, 0,5, ça veut dire chaque 0,5, prenez une donnée, le DT. N'est-ce pas? La fenêtre de mesure, c'est-à-dire pendant combien de temps les mesures vont être effectuées, on vous dit donc prenez une seconde. Donc le nombre de stacks, c'est-à-dire combien de profils vous avez besoin de superposer. Donc on vous dit prenez 3. Si vous voulez C qui veut dire quand vous êtes dans un milieu calme, c'est ici dit ici. N quand vous êtes dans un milieu bruité, n'est-ce pas? Donc prenez 5. Donc ça veut dire superposer 5 profils. Et quand vous êtes dans un milieu très bruité, donc superposer donc 10 profils. Donc il y a la méthode Rémi également qui existe, mais bon, souvent aussi qui est abandonnée. Donc la méthode Rémi, c'est une variante donc, de la méthode MASW, mais avec une source passive, c'est-à-dire vous ne faites pas de source, vous ne tapez rien, vous laissez et vous mesurez juste les variations ambiantes. C'est ça qu'on appelle donc la méthode Rémi. Mais vous utilisez le même dispositif avec le même traitement des données, mais juste que on n'amène pas de source. Donc c'est ce qu'on appelle donc la méthode passive. Donc comment on crée la règle de dispersion? Bon, la théorie est là, donc on dit qu'il faut d'abord faire ce qu'on appelle transformation donc Weyfeld avec ces opérations là, donc transformation de Fourier, intégrale de Fourier, etc. Donc faire tout ça et à travers ça, donc vous cherchez la vitesse de phase qui est en fonction donc, de la fréquence. Voilà. Donc en résolvant cette équation là, vous allez avoir, regardez, la vitesse de phase qui est en fonction donc, de la fréquence. Maintenant, après avoir créé la coupe de dispersion, on vous demande maintenant de faire l'inversion des coupes de dispersion. Donc là aussi, ça se fait avec donc, le logiciel. Donc l'inversion se fait donc suivant cette fonction qu'on appelle la fonction de décalage. N'est-ce pas? L'inversion donc consiste à comparer les données théoriques, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous allez calculer de façon théorique et vous allez faire des mesures donc expérimentales. Donc l'inversion consiste à comparer ces deux-là de sorte que donc le décalage entre les données théoriques et les données expérimentales soit minimisé. Donc c'est un peu ça l'inversion. Donc c'est ce qui m'est fait un peu à ce chapitre. Donc j'espère que vous aurez une bonne lecture. Merci beaucoup.